Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode du yoga quoi qu'il en coûte avec aujourd'hui Chloé. Alors Chloé, je la connais pas, c'est une collègue de plongée d'une collègue à moi qui un jour en discutant m'a dit tiens, il y a une fille dans notre nouvelle arrivant dans le club qui nous a proposé de faire du yoga avant les séances de plongée. Et je me suis dit que c'était une bonne démarche dans le fait de promouvoir le yoga, le développer. Et ça m'a interrogé de faire la rencontre de Chloé. Chloé, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je suis Chloé Arnoux, je suis parisienne, je suis ostéopathe depuis 2011 et je suis pratiquante de yoga depuis 2011 aussi, il me semble. Et ancienne enseignante de yoga pour des futurs professeurs de yoga. D'accord, ça on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est une expérience, je pense qu'on va en reparler. Donc, est-ce que c'est ça l'histoire ? Tu voulais intégrer un club de plongée et a priori, il y avait une histoire que si tu proposais des cours de yoga, ça serait plus accepté ou C'est un club qui est très prisé, c'est un des plus gros clubs de Paris, du coup les places sont chères. D'accord. Et du coup on m'a un peu pistonné comme ça. Et du coup, j'ai pu intégrer ce club de plongée apnée en proposant dans tous les cours en avance des cours de pranayama, du coup. Ok, donc déjà, personne n'avait pas la distinction entre le pranayama et le yoga. Très rapidement, pourquoi c'est un club prisé ? Parce qu'on est très sympathique. Ouais. Et je sais pas, parce qu'on a une bonne communication, parce qu'on est très sympathique. Il y a des clubs qui arrivent moins bien à fédérer des groupes et celui-là y arrive, donc il est très prisé. Ok. Donc, je pense aussi c'est parce qu'il y a 50% de femmes et que c'est pas le cas dans les autres clubs de plongée où ça peut être très masculin, très viriliste et pas très sympathique. Et là où on est au Subaquatic Pirate Club, il y a 50% de femmes. D'accord, donc c'est l'argument qui fait que plus de femmes viennent. Okay. Je pense que c'est pas un argument, devant le fait accompli, les gens sont peut-être plus détendus. Et alors, si on revient sur notre histoire d'exercice de respiration, entre autres, donc là, c'est pas forcément de la plongée, c'était alors si c'est de la plongée, mais en apnée, c'est ça que tu m'as expliqué. Alors, il y a plongée en bouteille, il y a apnée, donc sans la bouteille, et il y a nage sportive avec palme. Palme, alors monopalme ou palme tout court ? Alors, il y a des monopalmistes, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est essentiellement des palmes doubles. Ok. Et donc, quand tu as proposé de rejoindre ce club, qu'est-ce que tu avais en tête ? Moi, j'avais en tête moi, je suis plongeuse depuis des années, j'ai tous mes diplômes de plongée et comme je suis une fan inconditionnelle du film Le Grand Bleu, je voulais faire de l'apnée. Et comme je pratiquais déjà le pranayama, et que je me rappelais de Jean-Marc Barr en train de faire du pranayama, j'avais envie de faire de l'apnée. Et quand tu as proposé ça, tu avais déjà une idée de ce que tu allais faire comme exercice ? Oui, à peu près, parce que du coup, dans mon métier d'ostéopathe, moi, j'utilise énormément le pranayama pour des patientes, essentiellement des femmes, mais ça arrive avec des hommes, pour les gens qui ont des problèmes digestifs, les femmes qui peuvent avoir des problèmes gynéco, ou des gens qui ont beaucoup de problèmes de stress ou une mauvaise posture qui font que leur diaphragme fonctionne pas super bien. Et du coup, je fais ça. Donc, j'avais l'idée de faire à peu près la même chose, en fait. Alors, pour peut-être les gens qui n'ont pas forcément une bonne définition du pranayama, qu'est-ce que tu pourrais leur proposer comme def ?
La définition exacte, c'est maîtrise du souffle. Mhm. Comme asanas, c'est la maîtrise du corps, le pranayama. Yama, c'est le devoir, c'est le devoir, et pranas, c'est souffle. Donc pranayama, c'est maîtriser son souffle. Ok. Et est-ce que tu as alors oui, on va aller un petit peu dans les détails des exercices, mais qu'est-ce que t'avais, comment tu as appréhendé cet exercice justement de proposer quelque chose à des gens qui ne sont pas forcément demandé ça, et voir aussi la réaction des gens, comment c'était accepté par rapport à ce monde de yoga. Est-ce que ça s'est fait naturellement, et qu'est-ce que tu as proposé? Alors, en fait, moi, je donne déjà des interventions de gestes et postures en entreprise depuis plusieurs années, dans des grosses entreprises où il y a des travailleurs de bureau, mais aussi dans des théâtres où il y a des projectionnistes, etc. Et du coup, je faisais déjà à peu près ça, et je sais que c'était plutôt bien accueilli dans ces entreprises-là. Là, c'était effectivement très différent, puis les gens n'ont pas payé pour ça. Et en fait, j'ai été extrêmement bien accueillie. Les gens étaient super contents. Les gens me redemandaient. Donc ça, j'ai été très flattée déjà. Et techniquement, c'était quoi? Tu t'as dit que c'était avant le cours, c'est une demi-heure, une heure? Alors non, on faisait un quart d'heure. Alors j'ai déjà fait une demi-heure. Le but du jeu, comme les gens c'est quand même dans une piscine. Donc je faisais pas d'asanas parce que c'est quand même dans une piscine municipale, donc c'est sur du carrelage. Donc j'avais pas envie que les gens se cassent la gueule. Et j'avais pas envie que les gens se refroidissent non plus. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'aller avant le cours, que ce soit un cours d'apnée, un cours de nage ou un cours de plongée, on va, en combinaison, essayer de chauffer son diaphragme, de le détendre à fond, de voir quelles sont les postures qu'on peut adapter pour maîtriser son souffle, parce que c'est quand même des disciplines, en tout cas pour l'apnée et la plongée, si tu as un problème de souffle, ça commence à devenir dangereux. La natation, tu as un problème avec ton souffle, tu t'arrêtes. Mais quand tu es à 40 mètres de fond, tu peux pas remonter comme ça. C'est quoi un problème de souffle? C'est-à-dire quelqu'un qui ferait de l'apnée ou c'est quoi les risques? Alors, les risques sont différents entre la plongée et l'apnée. En plongée, le risque, c'est que tu paniques un petit peu et que tu commences à t'essouffler. Et l'essoufflement en profondeur, comme les gaz sont pas les mêmes, un essoufflement en profondeur ne s'arrête pas et ne fait que s'empirer, et c'est un coup à vider sa bouteille et à se noyer parce que tu dois remonter en faisant des paliers. Donc tu peux avoir un accident aussi, ce qu'on appelle un accident de décompression, parce que tu as respiré trop vite. Donc il faut faire des exercices pour comprendre comment on peut maîtriser son diaphragme, se calmer pour pas vider ta bouteille et pour pas rentrer dans une spirale d'essoufflement. En apnée, c'est pas la même chose parce que tu respires pas. Donc le but du jeu, ça va être de détendre tout ton système respiratoire, donc ça va être ton diaphragme, mais ça va être tes épaules, ton cou, la position de ta tête, la position de tes omoplates, pour pouvoir emmagasiner le plus d'air possible dans tes poumons, pour pouvoir tenir le plus possible à la descente, si tu fais une apnée verticale, ou à l'horizontale, si tu fais une apnée dynamique en piscine, et même si tu fais une apnée statique. Donc le but du jeu, c'est vraiment de faire du pranayama pour avoir le plus d'air possible, et du coup performer ton apnée. Et concrètement, c'était quel exercice que tu proposais? Ou quel type? Alors moi, j'aime beaucoup Kapalabhati, Bhastrika et Naoli. Alors, je connais que les noms en sanskrit. Je connais que le premier, le souffle le respiration du feu. Voilà, il y a celui où tu inspires et tu expires de force. Il y a celui où tu vas juste faire de manière saccadée des expirations forcées et tu relâches les poumons d'instinct entre les deux. Et Naoli, ça va vraiment être le fait de bouger ton ventre, donc de bouger ton intestin et ton côlon avec tes abdos profonds, donc tes obliques et ton transverse. Et ça permet, comme ton diaphragme ton côlon est accroché à ton diaphragme, sous les côtes à droite au début, et puis sous les côtes à ton diaphragme à gauche après. Donc si tu bouges ton côlon, en réalité tu vas tirer ton diaphragme vers le bas, et c'est vers le bas qu'est la détente. Donc Naoli, ça permet de tirer vers la détente ton diaphragme.
Ok. Pour la respiration du feu, il y a une vidéo sur le blog de Yoff où on explique ce qu'il faut faire. Parce que je vais être un peu taquin, c'est une respiration qu'on fait à la fin des cours de yoga Bikram. Voilà. Et Chloé n'est pas très yoga Bikram. Effectivement. Alors, et comment les professeurs de plongée t'ont accepté par rapport à cette proposition? Parce que c'est pas évident de se positionner juste un petit peu avant eux. Et je pense que t'empiétais peut-être sur leur cours. C'est un club qui est très bienveillant. Du coup, en fait, les profs faisaient le cours avec. Parce que les profs plongent ou font de l'apnée ou nagent. C'est tous des bénévoles, c'est un club associatif. Donc, c'est des gens qui font ça, c'est des encadrants qui font ça depuis des années. Du coup, non, ça s'est super bien passé. Les profs étaient super contents. Ils n'étaient pas déjà au courant de ces techniques? C'était pas quelque chose qui est connu dans le milieu de la plongée? Alors, plonger, non, j'ai pas l'impression que c'était connu. En apnée, oui, les apnéistes connaissaient ça. Alors, dans le club, il y a des nouveaux apnéistes. Donc, les nouveaux apnéistes connaissaient pas. Mais les anciens connaissaient tous. Parce qu'on a un petit peu parlé rapidement du Grand Bleu. Il y a des scènes où on voit que limite, avec des termes un peu européens, la concentration, la respiration fait partie importante de l'exercice. Donc après... Dans comment tu trouves tes idées de respiration, quoi, d'exercice, merci. C'est peut-être que les gens étaient déjà inspirés par l'Inde et le pranayama. Moi, c'est plutôt ma maîtrise en tant qu'ostéo. C'est-à-dire que mon but du jeu, quand je fais les exercices de pranayama, ça va être je les fais travailler dans les erreurs. C'est-à-dire que je les fais mettre dans des positions qui sont pas les bonnes. Par exemple, la tête très en avant ou les bras roulés à l'intérieur. Et je leur fais ressentir que ça, c'est pas bon. Qu'ils arrivent pas à prendre de l'air. Et après, petit à petit, on va le déverrouiller, puis on va faire la respiration en se remettant correctement et alors en le forçant à l'extrême, par exemple, de rouler le plus possible les épaules en dehors et voir que en fait ça mobilise toute ton épaule, ta clavicule et en fait tu finis par avoir vachement de place et tu peux du coup tirer ta respiration beaucoup plus loin si tu forces ta position. Alors en apnée, tu peux pas forcer parce que tu dois faire le moins d'efforts possible. Donc le but du jeu, c'est juste de modifier un peu ton corps dans le bon sens pour être le plus performant possible. Mais généralement, les apnéistes, c'est quand même des gens très passionnés et qui ont une hygiène de vie qui est très saine. Parce que pour le coup, l'apnée, c'est vraiment dangereux. La plongée, c'est dangereux, mais les gens ont une hygiène de vie qui est moins exceptionnelle que les apnéistes. Donc les apnéistes ont tendance à faire beaucoup plus d'apnée quand tu vas dans un club d'apnée sur les côtes ou en Égypte ou des choses comme ça où il y a des choses qui sont connues. Généralement, il y a des clubs de yoga qui sont associés et ils font du pranayama. Alors que quand tu vas dans un club de plongée, généralement, il y a une buvette et un bar qui est associé. C'est pas la même ambiance. D'accord. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a deux histoires qui se rencontraient entre l'apnée et puis potentiellement ces techniques, quoi. En fait, c'est assez différent. C'est-à-dire que c'est deux mondes qui se mélangent pas trop, alors que c'est dans un même club. Donc apnée et plongée ? Ouais. Alors, il y a un petit paquet de plongeurs qui, une fois qu'ils ont leur diplôme, tentent l'expérience de l'apnée. Et l'inverse, c'est pas spécialement vrai. Il y a des gens qui ont commencé l'apnée et ça ne leur donne pas du tout envie de mettre une bouteille. Ils voient pas bien pourquoi ils prendraient de l'air. Ah, c'est deux familles différentes. C'est deux familles différentes, donc il y a un mouvement dans un sens, mais pas dans l'autre. Ok. Et pour justement la team plongée pure et dure, est-ce qu'ils ont apprécié? C'était quoi leur ressenti? Est-ce que ça leur a pas fait peur? Tu vois que cette mystique un peu du yoga, comment t'as pu les Alors rassurer? il y avait un peu plus de crainte qu'est-ce que c'est que cette, pourquoi on ferait ça? D'accord. Parce qu'on va avoir de l'air, parce qu'on respire avec une bouteille d'air comprimé. Mais l'ambiance dans ce club est vraiment très bonne, donc les gens ont été plutôt très contents. Je pense que quand on leur propose une initiative, c'est pas des gens qui vont râler. On leur propose tiens, on va ouvrir les poumons, carrément. Ok. Bon, on peut imaginer, il y a toujours un vieux con ou une vieille conne pour dire non. Dans mon ancien club, j'avais proposé, pour le coup, vraiment frontalement, est-ce que ça vous dirait? Et tout le monde m'a ri au nez.
Et ça, c'était même pas envisageable. Mais qu'est-ce que c'est que cette hippie dégénérée qui va nous gonfler avec son yoga à la con? Bon, ça, je l'ai jamais fait. Il n'y a pas une personne quand même qui a un petit dit, pourquoi pas, soyons pas idiots, on va tester. Alors, pas une seule. D'accord. Pas une seule, mais c'est un groupe très différent. Donc, ça n'est pas le plus gros club de plongée de Paris. Parce que le propos aussi du podcast, c'est-à-dire qu'on gagne toujours à faire du yoga, quelle que soit sa finalité, quoi. Donc, ils auraient pu être bonnes pattes et dire pourquoi pas on joue le jeu. Voilà, c'est dommage pour eux. Non, il y a en fait alors le monde de la plongée française est très particulier. C'est vraiment français. Si tu demandes aux dive masters en Égypte, en Indonésie, en Thaïlande, etc., ils vont te dire que la plongée française, on est réputé pour être des gros beaufs, assez misogynes. C'est parce que c'est essentiellement des gens d'un certain âge qui ont fait des hommes qui ont passé leur niveau pendant qu'ils faisaient leur service militaire, qui se sont clairement fait bisuter et maltraiter, et qui le reproduisent sur les élèves actuels. Ce qui ne passe plus très bien depuis quelques années, depuis #MeToo, etc. Ça ne passe plus très bien. Et parce que les femmes ont compris qu'elles pouvaient faire de la plongée, et cette ambiance ne passe plus. Du coup, si tu proposes à ces gens-là de faire du yoga, non, c'est des gens qui se nourrissent exclusivement de bière et de pâté en croûte. Ils veulent pas entendre parler de sport, alors que la plongée, il faut être en bonne santé. Ouais, c'est ça. Pour moi, je pensais que c'était des gens plutôt sains. Après, Eh bien, pas dans tous les groupes et pas sur tous les continents, pas partout. Et la plongée française a quand même une assez mauvaise réputation qui est en train de changer. Et pour tous ces rageux, c'est quoi les bienfaits du yoga pour la plongée apnée, la plongée classique? Si tu avais dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut gagner Qu'est-ce qu'on peut gagner? Alors vraiment pour les apnéistes, c'est de performer vraiment. C'est-à-dire qu'une fois que tu as commencé donc les asanas, tu vas modifier un peu ton corps, tu vas enlever des tensions, et du coup si tu enlèves des tensions, tu pompes moins d'énergie, c'est moins fatigant. Mais ça vaut pour l'apnéiste, mais ça vaut pour le travailleur de bureau, ça vaut pour le manutentionnaire, ça vaut pour tout le monde. Et je peux que vous conseiller l'épisode avec Kevin, qui est un professeur de yoga, de fitness et surtout un danseur de hip-hop. Et dans qu'est-ce que lui apportait le yoga, lui disait c'était la respiration pour avoir plus d'énergie et plus productif, c'est pas le bon terme, mais plus en danse, plus à l'aise. Ouais. Plus dynamique, plus fluide dans sa danse parce qu'il maîtrisait mieux sa respiration, et ça c'est le yoga qui lui avait apporté, quoi. C'est de maîtriser sa respiration puis de maîtriser son corps. C'est-à-dire que si tu l'as gainé correctement, si tu as trouvé ton équilibre sur un point neutre, parce que le but du yoga, dans toute sa philosophie, c'est-à-dire dans tout parce que le yoga, ça veut dire union, c'est l'union du corps et de l'esprit, mais c'est l'union de toi avec ton univers et de toi dans l'univers. Et le but du jeu, c'est d'être neutre. C'est d'être ni extrêmement charitable, ni extrêmement désagréable. C'est juste d'être neutre pour qu'on te foute la paix. Après, c'est d'être correctement dans une hygiène qui est ni trop excessive, ni trop absente. C'est d'être bien dans ton hygiène pour être en bonne santé. Et après, tu peux commencer à maîtriser ton corps. Et la maîtrise du corps, ça sert à être neutre, c'est-à-dire... comme le Bouddha, c'est-à-dire que le Bouddha, il a travaillé tout ça, il a travaillé son corps pour pouvoir tenir en tailleur sans aucun effort sous son pommier et mourir sous son pommier. Le but du yoga, c'est de mourir dans une neutralité. Alors, mais dans les bienfaits par rapport à la plongée, avant de mourir. Avant de mourir, on essaie de ne pas mourir en plongée. Les bienfaits pour la plongée, le calme, ouais. Du coup, la plongée, t'as quand même un matériel qui est spécifique. Donc déjà, c'est de pas te casser le dos, parce que tu portes quand même ta bouteille qui pèse très lourd. T'as toujours des caisses à bouger, y a un petit peu de manutention avant d'apprécier les tortues, les raies mantas, etc. Faut quand même bouger ça. Donc le fait d'avoir une hygiène de vie, de pratiquer le yoga, ça va permettre de porter ta bouteille correctement et de pas te faire mal. Il y a beaucoup de problèmes de gens qui se font des lumbagos pendant un séjour plongé parce qu'ils ont mal porté leur bouteille, ils ont mal porté leur caisse et bim, le séjour il s'est arrêté. Donc le fait de maîtriser son corps, ça permet de maîtriser le charriage. Et après, une fois que t'es dans l'eau, c'est de pouvoir se calmer. Ça peut être, tu peux être effrayé parce que pour diverses raisons, parce que d'un coup t'as un courant d'eau froid qui peut te stresser un petit peu, ou d'un coup t'as plus de visibilité.
d'un coup, t'as un requin qui passe devant toi, il peut y avoir plein de trucs, qui fait que peut-être se rappeler quelques tips de yoga, ça permet de se calmer, et se calmer en plongée, c'est ta survie, c'est vital. Comme tu as l'air d'avoir pas des idées arrêtées, je pense pas, mais des certains sujets, qu'est-ce que tu penses de la cohérence cardiaque ? Ah c'est très bien. Ok. Non, d'accord, c'est pour savoir, parce que moi, c'est un exercice on en parle aussi dans d'autres épisodes que je propose assez régulièrement. Ça c'est génial. C'est simple et efficace. C'est des neurologues et des cardiologues qui sont mis, qui ont fait des études conjointes. Là, par exemple, l'application Respirolax. Il me semble que c'est des cardiologues qui ont créé ça. C'est pour ça que l'interface, elle est pas top, mais parce que c'est pas la PHP qui a créé ça, mais c'est des soignants qui ont créé ça. Donc, ils veulent juste un truc basique. Ouais, qui monte, qui descend. Qui monte et qui descend. Et ça, il y a beaucoup d'études neuro et cardio qui prouvent les bienfaits de la cohérence cardiaque. Donc, non, c'est... Ok. Et si j'aime pas le Bikram, mais la cohérence cardiaque. Ouais, après, on échange. Après, si jamais des clubs seraient intéressés pour mettre ça en place, ça serait quoi les bonnes pratiques ou les conseils que tu pourrais donner pour initier un peu les gens au pranayama et au yoga en général par rapport à la plongée? D'avoir les notions d'anatomie déjà, de vraiment comment ça fonctionne la respiration, et c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît, parce que c'est pas juste les poumons, le diaphragme, c'est aussi les épaules, c'est la manière dont on positionne la tête, le bassin, etc. Ça, il y a quelqu'un qui fait du yoga qui est très connu, c'est Bernadette de Gasquet. Et tous, elle tire son enseignement médical du yoga. Du coup, moi, je recommande à tout le monde de lire les livres de Bernadette de Gasquet pour apprendre à mettre en place correctement un cours de yoga. Et si vous voulez connaître son histoire, dans Génération du Yourself, que c'est un podcast très connu, elle a fait ça dure 2-3 heures les interviews, et elle explique comment elle est arrivée au yoga dans les années 60. Elle le raconte, j'ai fait toutes ses formations, elle le raconte à chaque fois, et c'est quand même assez incroyable. Donc cette femme est assez incroyable. Ouais, c'est un personnage, a priori. Et elle raconte qu'elle boit une bière par jour, le soir. Oh, ouais, je veux bien le croire. Non, j'avais ça comme... C'est quelqu'un qui est très détendu, c'est quelqu'un qui est très sympathique. Dans l'épisode, elle en parle. Ouais, donc alors si éventuellement, si vous êtes intéressé, pour mettre ça en place, juste peut-être quelqu'un qui est un professeur, qui a au moins un minimum de diplôme ou de connaissances, pas s'improviser dans des exercices sans forcément être amateur. Alors moi, c'est là où je suis très carré. C'est comme je te l'ai dit, c'est que j'aime bien que les gens aient lu les textes pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi, j'aime bien qu'on ait lu la philosophie du yoga pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ces postures-là. Après, il y a une autre vision qui est celle d'Iyengar, qui est le yoga médical. Et alors lui, il est très pointu en philosophie. Si on lit ses livres, c'est vraiment, si on n'a pas lu les textes, on peut ne rien comprendre. Et lui, il arrive à expliquer vraiment la posture de manière anatomique, physiologique, biomécanique. Et du coup, on peut lire ses livres, même si je pense que c'est difficile d'accès aux gens qui n'ont pas lu les livres de philo. Ouais. Et puis après, c'est quand même quelqu'un qui a un melon incroyable. Ça peut être un peu énervant à lire, mais c'est passionnant. C'est passionnant et et je pense que c'est d'utilité publique, de santé publique, ce qu'il écrit. Ok. Chloé, merci beaucoup. Je t'en prie. Peut-être à Avec bientôt plaisir. pour d'autres sujets tels que le Bikram et puis donc la natation, la plongée, apnée. Toi, tu fais les deux? Moi, je fais les deux. Enfin, je fais les trois parce que du coup, comme je donne les cours de pranayama, j'ai eu un petit passe-droit pour être dans tous les groupes. Parfait, félicitations. Merci. Merci. Merci Chloé. Au revoir. Merci. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.